Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Bertrand Pancher, député de la Meuse, président du groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, dit le groupe LIOT à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un mot avant de commencer pour vous rappeler que notre rencontre est retransmise en direct sur le site internet de l'Assemblée nationale et qu'un live tweet est assuré par notre ami Stanislas Noyer, dès qu'il sera parmi nous dans quelques instants. Bon, beaucoup de sujets à évoquer avec vous, bien évidemment, à commencer par votre proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites, mais aussi beaucoup d'autres thèmes, alors que votre journée d'initiative parlementaire aura lieu le 8 juin. Et je laisse justement sur cette proposition de loi Chantal Didier commencer. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, la présidente de la Commission des affaires sociales a saisi son collègue président de la Commission des affaires des finances pour qu'il donne son avis sur la recevabilité selon l'article 40 là, de votre PPL sur les retraites. Bon, je suppose que cela ne vous inquiète pas outre mesure et que vous connaissez à peu près la réponse de Monsieur Éric Coquerel. Bon, ça, oui. Non, monsieur. Voilà. La réponse est courte. Oui, je ne sais pas si votre micro est bien ouvert. Pardon. Oui, je dis oui, la réponse est courte. Oui. Oui. Et donc, bon, vous y attendiez, vous trouvez normal que le président de la Commission des finances donne cette réponse, enfin, vous la trouvez justifiée? Oui, c'est l'application très claire du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui a été rappelé très clairement par la présidente de l'Assemblée nationale, je crois, la semaine dernière, en expliquant qu'on était, nous, à l'Assemblée nationale, au moins tenus d'appliquer le règlement de l'Assemblée nationale. L'article 89, alinéa 4, voilà. C'est ça en ajoutant d'ailleurs que si, je crois que c'était vraiment les propos tenus par Gaël Braun-Pivet, en ajoutant que si on retenait cet article 40, d'abord, ça serait un précédent depuis le début de la Ve République, et que jamais, que la plupart des propositions de loi d'initiative parlementaire n'auraient pas pu trouver leur cheminement. Par conséquent, il était vraiment incongru à ce moment précis de changer quoi que ce soit. En fait, on voit bien que la majorité, le groupe macroniste fait tout son possible pour éviter le vote sur votre proposition de loi. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion ? Ça m'inspire comme réflexion qu'ils sont en train là, d'ouvrir toute la boîte à outils des procédures d'obstruction du Parlement. Je pense que jamais on a été à la recherche d'autant d'articles de la Constitution pour faire en sorte que le Parlement soit bâillonné. Jamais. C'est quand même un grave précédent et une démonstration que notre démocratie est vraiment malade. Et que dans ce cas-là, il vaudrait mieux qu'on se mette à réfléchir sur la suppression complète, du Parlement. Je regardais mes notes là, ce matin. On est allé rechercher le 47.1 de la Constitution. On a rajouté le 49.3. On parle maintenant de l'article 40. Et puis, on va nous ressortir peut-être demain le 44.3. Qui est aussi le vote bloqué, pour faire en sorte que notre proposition de loi ne soit pas examinée. Je rappelle quand même qu'il y a un grand principe démocratique qui est remis en cause, j'espère, par personne, qui est la séparation des pouvoirs, entre pouvoir judiciaire, pouvoir législatif et pouvoir exécutif, que le pouvoir exécutif devient tout sauf un pouvoir exécutif, mais un pouvoir exécutif également un pouvoir législatif. Donc tout ça n'est pas possible. On va assister, si ça continue, vraiment à une destruction de notre démocratie. Oui, enfin, vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu? Je veux dire, le parlementarisme rationalisé, c'est pas neuf. Et on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu, sous la Ve République, quand même quelques moments où le Parlement était non pas bâillonné, mais enfin, disons que c'était la majorité Godillot, etc. Donc,
Est-ce que vraiment la démocratie est à ce point menacée? Oui, mais il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. D'abord, jamais nos concitoyens n'ont été autant formés, jamais nos concitoyens ont été informés, jamais il y a eu autant d'aspiration, quoi qu'on dise, de participer au processus de décision dans notre pays. La Constitution a été, permet de tout faire. Nous remettons pas en cause le principe même de notre Constitution, mais ce que nous remettons en cause, c'est le fait que vraiment on s'acharne article après article contre une proposition de loi qui est la nôtre. On voit bien la grave difficulté et la grande difficulté qu'a actuellement le gouvernement pour appréhender notre proposition de loi. Moi, je rappelle quand même qu'on vit actuellement une grave crise démocratique, enfin une grave crise sociale et une grave crise politique. Je rappelle que quand même ce projet de loi sur la retraite est remis en cause par une grande majorité de nos concitoyens. Je rappelle que les corps intermédiaires n'ont pas été consultés. Je rappelle que le Parlement, quand même, n'a jamais voté sur ce projet de loi sur les retraites. Certes, il y a eu le 49.3 sur lequel on va revenir, mais quand même, on n'a jamais eu à se prononcer sur cette augmentation de l'âge légal de départ à la retraite. Je rappelle que ce n'est pas anodin de faire travailler quand même 2 ans de plus l'ensemble de nos concitoyens. Et j'ajoute que dans notre pays, le feu couvre en permanence sous la cendre. Je rappelle quand même que si on n'avait pas eu l'armée, la gendarmerie et la police, je voudrais vraiment vous le dire, vous le savez tous, on aurait eu une révolution dans notre pays. Est-ce qu'on a réglé ces problèmes-là dans notre pays? Non. Après la crise des Gilets jaunes, on a engagé un grand débat qui s'est traduit en grand blabla. Qu'est-ce qu'on a retenu de tout ça? On est face à une grave crise sociale et une grave crise politique. Et je pense que le rôle du Parlement, en tout cas des parlementaires, est vraiment de défendre le Parlement et de permettre au moins qu'on aille jusqu'au terme d'une discussion sur un projet de loi qui n'a pas été abouti. Et je pense que, bon, à défaut d'un résultat qui pour le moment est encore inconnu tant qu'on n'aura pas voté, il y a au moins qu'on sorte par le haut de cette crise démocratique en permettant au moins au Parlement de s'exprimer. Quels sont les autres, pardon? Oui, question d'Annabelle. 2 questions plus précisément sur votre proposition de loi retraite. La première, certains groupes de gauche affirment que si d'une manière ou d'une autre la majorité parvenait à rendre votre proposition de loi irrecevable via l'article 40, parce qu'on voit qu'ils sont toujours dessus, ils menacent de quitter la table du cycle de réunion instauré par Yael Braun-Pivet concernant les institutions. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là? Est-ce que vous aussi, vous pourriez quitter? Deuxième question, si on ne va pas au vote le 8 juin ou si on va au vote bloqué, est-ce que vous avez déjà réfléchi au dépôt d'une motion de censure? Merci. Alors, le principe de notre groupe parlementaire, c'est de discuter ensemble des alternatives. On a effleuré cette question-là mardi matin en réunion de groupe. On a prévu de rediscuter, vraiment de rediscuter ensemble pour prendre une position commune. Je ne peux pas vous dire au jour d'aujourd'hui ce qui se passera si on en arrive encore à ce énième blocage et cette impossibilité pour nous d'aller au terme de notre proposition de loi. Moi, je vous confirme que ça serait d'une extrême gravité. Pour avoir rencontré l'ensemble des organisations syndicales de notre pays, tous disent que ils formulent beaucoup d'espoir sur au moins le cheminement démocratique de notre proposition de loi. Tous nous disent que nos concitoyens sont à cran et tous nous mettent en garde sur cette perspective de rajouter encore de l'huile sur le feu. Donc je vous confirme aujourd'hui que c'est particulièrement grave. On verra bien quelles mesures nous mettrons en place si par hasard, malheureusement, on était encore à un énième blocage. En tout cas, on ne se laissera pas faire, mais il y a effectivement toutes les alternatives. Vous savez, quand nous avons décidé d'engager une motion de censure,
quelques jours auparavant, je n'étais pas du tout certain que cette proposition de motion de censure elle était adaptée par l'ensemble des parlementaires de notre groupe. Ça, c'est des sujets qui sont importants. Nous, la méthode, c'est le dialogue entre nous tous et nous toutes. Pour le moment, je ne peux pas répondre très précisément à votre question. Et sur la question des groupes de travail sur les institutions, est-ce que ça pourrait remettre en cause votre participation à ce processus, ou est-ce que ce sont deux choses différentes? J'ai assisté ce matin à la deuxième réunion de ce groupe de travail sur les institutions. Plusieurs groupes parlementaires ont expliqué que s'il y avait un blocage sur notre proposition de loi, ils mettraient un terme à leur participation à ces groupes de travail. Moi, j'ai expliqué que parmi les propositions à l'ordre du jour que je souhaitais argumenter ce matin, il y avait notamment la suppression de l'article 40 de la Constitution, bien entendu, en expliquant qu'il n'y avait dans aucune démocratie ce système de bâillonnement de l'Assemblée nationale. J'ai d'ailleurs ajouté qu'on serait bien avisé également de remettre en cause la question du vote bloqué. J'ai aussi ajouté qu'il faudrait également réfléchir sur le fonctionnement des commissions mixtes paritaires, parce que j'appelle votre attention le fait que dans le cadre de propositions de loi, la navette peut fonctionner pendant plusieurs années comme ça, sans qu'il y ait une décision de mettre en place la commission mixte paritaire. Je pense que, compte tenu de la grave crise démocratique que nous vivons actuellement, il est vraiment important de pouvoir travailler sur une réforme de nos institutions. Est-ce qu'il faut que ça aille jusqu'à une réforme constitutionnelle ou pas? J'en sais rien. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités qui nous sont offertes dans le cadre du fonctionnement de notre Constitution. Il y a, comment la semaine dernière, on a parlé notamment du mode d'élection des parlementaires. Nous avons, par exemple, soutenu l'idée d'un inversement de notre calendrier électoral, de façon à faire en sorte qu'on vote d'abord pour les députés avant de voter pour le président de la République. J'ai appelé l'attention de mes collègues et de la présidente de l'Assemblée nationale sur le fait que ce système de régime semi-parlementaire, enfin semi-présidentiel, n'était surtout pas un système satisfaisant, qu'à mon avis, on ne remettrait jamais en question l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Par voie de conséquence, il me semblait plutôt intéressant de réfléchir sur un système présidentiel abouti, c'est-à-dire un inversement du calendrier présidentiel, une impossibilité pour l'Assemblée nationale de renverser le gouvernement et une impossibilité pour le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Au moins, on aurait un Parlement qui fonctionne, avec un vrai Parlement qui fonctionne, et puis un pouvoir exécutif avec ses prérogatives. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas fonctionner dans ce système institutionnel tel qu'il est conçu actuellement, et notamment quand on découvre, je veux dire, j'ai 4 mandats de parlementaire, je ne pensais pas qu'il y avait une boîte à outils aussi élaborée pour empêcher le Parlement de fonctionner. Parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas une majorité relative peut-être. Vous disiez tout à l'heure, vous mettiez en garde le gouvernement contre le risque de remettre de l'huile sur le feu en utilisant un certain nombre de moyens de procédure. Vous dites que vous voulez offrir aussi une porte de sortie finalement à ce que vous qualifiez de crise sociale et politique. Alors on verra côté mobilisation le 6 juin où on en est. Est-ce que vous ne contribuez pas aussi finalement, même si le mécontentement latent existe à l'évidence et se paiera peut-être un jour dans les urnes, est-ce que vous ne contribuez pas à entretenir ce climat avec cette proposition de loi en essayant de poursuivre un débat pour un texte qui, somme toute, Chantal le disait, vous le disiez aussi, la majorité, mais aussi Bruno Retailleau, qui était notre invité la semaine dernière, pour un texte qui n'aura jamais d'aboutissement législatif complet. C'est-à-dire qu'un vote en première lecture aurait une portée symbolique et politique incontestable, mais après D'abord, nous allons jusqu'au bout de nos convictions.
pour nous, ce projet de loi est un projet de loi vraiment injuste. C'est un projet de loi qui, y compris d'ailleurs dans le cadre de ses équilibres financiers, ne va pas du tout atteindre les objectifs qui se donnent. Nous voulons d'abord combattre ce projet de loi en ayant des propositions. Nous avons déposé d'ailleurs beaucoup d'amendements lors du projet de loi sur les retraites. Nous souhaitons faire en sorte que ces propositions puissent également être discutées dans le cadre d'une vaste conférence sociale, parce que nous faisons confiance réellement au corps intermédiaire. D'abord, nous nous battons contre cette proposition de loi parce que nous considérons vraiment que c'est un texte qui est injuste. Bon, première observation. Deuxième observation, on serait dans une démocratie normale, un Parlement avec des parlementaires élus au suffrage universel direct qui se prononcent clairement contre un texte. Je ne vois pas quelle autre alternative aurait le pouvoir exécutif de ne pas faire attention au vote des représentants du peuple élus au suffrage universel direct. Et je pense que nous offrons là réellement une porte de sortie de la crise au président de la République. Moi, on en parlera peut-être tout à l'heure. Je ne vois pas comment on va pouvoir continuer à fonctionner ainsi pendant 4 ans. On n'a pas tenu compte du fait qu'il y avait une majorité relative dans notre pays. On aurait dû fonctionner de façon différente, en se donnant quelques mois pour travailler ensemble sur des propositions qui fassent l'unanimité, de façon à travailler pour une reconstruction de notre pays. Nous ne l'avons pas fait. Bon, donc nous offrons une porte de sortie au gouvernement dans le cadre de cette vaste crise. On voit bien que le président de la République ne peut plus sortir sans la gendarmerie, sans la police. Les ministres, c'est pareil. Et tout ça ne va pas s'améliorer, à mon avis, ces prochaines années. Alors après, il y a plusieurs hypothèses. Ou bien le président de la République dit moi j'ai compris, on commence à siffler la fin de la récré et on se dit on va se mettre à travailler intelligemment ensemble sur la base de propositions. Je réaffirme qu'on n'est pas évidemment opposé, et au contraire, à réfléchir sur un système d'équilibre des retraites, mais je pense qu'il faut commencer par le commencement. Il faut d'abord analyser les mesures qui pourraient être mises en place pour financer dans le cadre d'un consensus. Il y a la question notamment du plan senior qui me paraît une priorité. Et puis ensuite, il y a le texte qui va passer au Sénat. Vous savez, le Sénat va être renouvelé pour la moitié de ses sénateurs en septembre prochain. Les grands élus sont aussi ont aussi leurs idées en termes de réforme de retraite. Et enfin, j'appelle quand même votre attention sur le fait que la grande avancée du Sénat, qui était vraiment une avancée tout à fait intéressante, qui était le plan senior, bien, ce plan senior a été complètement déshabillé. Il en est resté vraiment un mini-plan senior pour les chômeurs de très longue durée. Et il n'y a pas de raison que le Sénat ne change pas non plus sa vision sur ce texte de loi sur les retraites, parce que, je vous le rappelle, quand les candidats au Sénat vont aller voir leurs électeurs, qui sont certes pas le grand public, mais c'est les grands électeurs. Moi, j'ai dans mon département des tas d'élus locaux qu'on pourrait qualifier plutôt de droite, en disant Bertrand, tu as eu raison sur cette position sur les retraites. Et continue ton combat. Bon, je pense qu'ils vont faire valoir les mêmes arguments en direction des candidats au Sénat qui vont revenir demain. Et il n'y a pas de raison que le Sénat ne puisse pas nous aider également pour sortir de cette ornière. Vous parliez à l'instant d'objectifs de consensus autour de la conférence sociale que vous voulez organiser, mais on a bien vu, vous disiez qu'il n'y avait pas eu de consultation des partenaires sociaux. Il y en a eu tout de même en fin d'année dernière, avant que le gouvernement présente son texte, mais précisément, on voit bien qu'il n'y a pas aujourd'hui de consensus possible entre les opposants au sens large à la réforme et le gouvernement
et sa majorité relative actuelle. Vous croyez vraiment à la possibilité d'un consensus que le gouvernement puisse d'abord se déjuger et ensuite parvenir à une solution que personne n'a réussi à trouver jusque-là? Vous savez, les parlementaires de mon groupe sont, pour la plupart d'entre eux, des élus locaux. Moi, j'étais maire de ma ville, Bar-le-Duc, j'étais président de département. 80% des décisions sont prises à l'unanimité, même si on a des oppositions qui sont des vraies oppositions. Et on réussit toujours par le dialogue à trouver des solutions. Moi, je suis un enfant du Grenelle de l'environnement. Parmi mes amis, je compte notamment Jean-Louis Borloo. J'ai quand même été très très frappé par l'épisode du Grenelle de l'environnement. Je voulais vraiment y revenir. Chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, organisations environnementales, enfin des gens qui se détestaient, qui ne s'adressaient jamais la parole. Jamais la parole. Pendant 6 mois, on les fait travailler ensemble et on arrive à des consensus avec une loi-programme qui est votée à l'unanimité. On appelait ça la magie du Grenelle de l'environnement. Moi, je pense que si on met les gens autour d'une table, réellement, et si on leur donne le temps de discuter ensemble, on trouvera forcément des points de consensus. Tout le monde ne va pas être d'accord, après on fera le tri, mais il faut déjà passer par là. On a présenté mon groupe parlementaire Lyot comme un groupe de techniques, de personnalités qui étaient en incapacité de s'entendre. Pourquoi on s'entend si bien avec des anciens membres du Parti socialiste jusqu'à des membres de l'UDI, en passant par des régionalistes, des écologistes de progrès? Pourquoi toutes nos décisions sont prises quasiment à l'unanimité? Parce qu'on prend du temps pour discuter. Et je suis très frappé par la grande responsabilité des organisations syndicales que j'ai rencontrées. On aurait dû les rencontrer plus tôt, y compris quand je rencontre la semaine dernière le secrétaire général de FO qui nous dit « mais nous on a dit, à chaque fois qu'on a pu voir la Première ministre, la loi elle ne sera pas applicable en septembre parce que les logiciels de l'assurance vieillesse ne sont pas conçus pour faire en sorte que cette loi soit applicable. Et vous allez voir, il va y avoir des drames avec des gens qui ne vont pas être payés, avec des gens qu'on rappelle, parce que le compte épargne retraite fait en sorte qu'on a déjà pris la retraite, qu'on est en train de les rappeler, en leur disant oh, « attendez, finalement c'est plus comme ça, il faut revenir travailler ». Enfin, tout ça, c'est un... Il ne faut pas s'étonner que les Français et les Françaises se disent « mais dans quel bazar on est ?» Moi, j'ai rencontré les organisations syndicales, on rencontre maintenant les organisations professionnelles, l'UPA, le MEDEF. Bon, on voit bien qu'il y a des pistes. Et en tout cas, il faut respecter les partenaires sociaux. C'est par là qu'il aurait fallu commencer. Et je pense que vraiment, si on fait ce travail, eh bien, on va réconcilier les uns et les autres. Et vous allez voir qu'on va trouver des solutions. J'ajoute d'ailleurs que ce coût de la retraite, d'ailleurs, on passe parfois du simple au double, au triple. C'est pour dire la fébrilité du gouvernement dans ce sujet-là. Sur ce sujet-là, on annonce 12 milliards, ben non, c'est 24, ben non, c'est 40. Bon, mettons-nous d'accord d'abord sur le coût qui est réel. Bon, et ensuite, voyons comment on peut financer tout ça. Je rappelle quand même qu'en termes même d'augmentation de cotisation, c'est entre 15 et 30 euros par salarié par mois, ce qui me paraît quand même pas aberrant. Je pense qu'on peut trouver des solutions collectives. Moi, je vais vous dire, au contact de mes concitoyens, quand la caissière d'Auchan, chez qui je fais mes courses, me dit « écoutez, moi, je vais travailler à 67 ans parce que ma carrière est assurée », tout ça, c'est scandaleux. Quand j'ai un ancien salarié d'Arcelor Construction qui me dit « mais ils sont fous, ils ne se rendent pas compte comment on est bousillé, vous pouvez travailler plus, mais nous, on ne peut pas travailler plus », il y a quand même des solutions de justice. Si on veut réconcilier notre pays, il faut recommencer vraiment, il faut retravailler ce projet de loi sur les retraites. Jean-Michel. Oui, bonjour, Jean-Michel Lamy, Nouvel Économiste. Un petit contrepoint tout de même. Bon, vous vous présentez comme le grand défenseur de la démocratie parlementaire, mais d'une part, vous ne représentez aucune majorité alternative, oui. Et votre soutien, c'est la NUPES, et en réalité, derrière NUPES, c'est la France insoumise. Alors peut-on le dire comme ça, que vous êtes d'une certaine manière les supplétifs utiles des insoumis? Mais j'attire votre attention sur le fait que notre motion de censure, la motion de censure que nous avons déposée, elle a été votée ce qu'on pourrait qualifier la droite de la droite à la gauche de la gauche, en passant par des LR. Bon, voilà, on est un groupe central,
on joue notre rôle de groupe central, on peut rassembler. Et pourquoi on rassemble? On rassemble parce qu'on est à l'écoute de tous. Je pense que c'est quand même normal qu'on joue notre rôle, qui est un rôle pivot. Et c'est pas par hasard qu'à 9 voix près, on a failli faire tomber le gouvernement. C'est pas mon fantasme de faire tomber le gouvernement. Moi, j'ai jamais rêvé de faire tomber le gouvernement. Par contre, mon fantasme, c'est de faire fonctionner le pays et c'est de faire en sorte qu'on ait un pouvoir exécutif à l'écoute, qu'on ait une majorité relative plus modeste, qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de majorité absolue et que dans tous les pays où il n'y a pas de majorité absolue, et c'est tant mieux, eh bien on se met à discuter ensemble. Si on avait fait ce travail-là depuis le début, on n'en serait pas arrivé à cette situation. Brigitte. Oui, vous dites que vous êtes prêt à discuter, à vous mettre autour de la table. Est-ce que vous êtes prêt à bâtir une coalition? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Et sur quel point précis? Et dans ce cas-là, est-ce que vous seriez prêt à entrer dans un gouvernement pour mettre en place et mettre en œuvre vos idées? Écoutez, on n'a pas toutes les solutions à tout. Je vais vous dire, à part de dire que si nous étions à la place du président de la République, on aurait commencé autrement, comme dans toutes les démocraties parlementaires, en se disant on prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois s'il faut, on n'est quand même pas à 6 mois près, quoi, pour se mettre d'accord sur les grandes réformes de notre pays. Je peux vous dire que si on avait fait comme ça, vraisemblablement, on aurait topé sur des accords. C'est pas le cas. C'est pas le cas. J'appelle le président de la République à changer complètement de méthode, à recommencer tout depuis tout à zéro, parce qu'il y a encore 4 ans à tenir, quoi. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? On joue notre rôle, qui est d'abord de s'opposer à cette réforme, parce que franchement, si on n'y arrive pas, cette crise sociale et cette crise politique, elle va encore empirer. Et ensuite, nous travaillons sur des propositions. On est en train, avec les parlementaires de mon groupe, de travailler sur une dizaine de propositions. Il y a les propositions de réforme démocratique, il y a quelques propositions sociales, quelques propositions économiques, quelques propositions environnementales. Nous allons diffuser ces propositions. J'aimerais bien que tout le monde fasse le même travail et puis qu'on puisse se retrouver ensemble. Et puis après, il faut un gouvernement qui mette en place tout ça. Moi, j'observe que ce gouvernement n'est plus du tout légitime. Le gouvernement, 70% des Français est opposé à ce gouvernement. Il faut commencer par le début, réfléchir sur des propositions. Nous allons le faire, nous avons commencé à le faire, mais là, il y a le 8 juin, on est un peu accaparé sur le 8 juin. On va travailler sur des propositions, nous allons diffuser ces propositions. Puis, il faut trouver évidemment un accord avec le plus grand nombre. Puis, il faut un gouvernement, vous l'appellerez comme vous voulez, j'en sais rien, un gouvernement d'union nationale, un gouvernement représentant toutes les grandes formations politiques pour le mettre en place. Mais tout ça, c'est la clé, c'est la clé du succès de notre pays ces prochaines années. Donc, je n'ai pas la réponse à tout. En tout cas, on essaie d'avancer comme on peut le faire, avec les moyens qui sont les nôtres, et puis la petite part de marché qui est la nôtre, mais en tout cas, cette petite part de marché nous permet de faire bouger les choses. Sur les retraites encore François Gervais, Horizon Politique, de qui êtes-vous le plus proche dans vos propositions? Des socialistes ou des écologistes, par exemple? On a beaucoup travaillé dans notre groupe, quand il y a eu la constitution de notre groupe, sur une charte. Ce qu'on voulait d'abord, c'était important, ce qui nous a permis d'attirer davantage de parlementaires, parce qu'on est passé de 15, 16 à maintenant 21. On travaillait sur ce qui était notre identité. Moi, je voulais vous rappeler, notre identité, c'est un idéal d'épanouissement de tous et de toutes, par l'autonomie, dans le cadre d'une société solidaire. C'est d'ailleurs un des grands principes aussi du radicalisme. Et cet épanouissement, c'est un idéal de développement humain. Ça serait quand même bien qu'on remette l'humain au cœur de tous. Et ce développement humain, c'est à la fois un développement économique, social, environnemental, dans le cadre d'une méthode. On ne réglera jamais le problème de fond dans notre pays si on ne règle pas le problème de forme. Alors je sais bien que les gens disent on veut des mesures. Qu'est-ce que vous proposez? C'est d'abord la méthode qui est de travailler ensemble. Moi, je préside un grand think tank qui s'appelle Décider ensemble. C'est inimaginable tout le travail qui est réalisé en ce moment dans notre pays par les collectivités territoriales. Je
organisé les rencontres de la participation citoyenne l'an dernier, c'était 1500 acteurs pendant 3 jours qui réfléchissaient sur les meilleurs moyens et les techniques pour travailler ensemble. Ça se met en place progressivement et très bien dans les collectivités. Les entreprises sont souvent aussi à l'avant-garde à travers des méthodes pour créer de la cohésion. Il n'y a que le pouvoir central qui est en incapacité de le faire. Donc ça, c'est vraiment l'ADN, de notre groupe, et je pense que nous sommes en capacité de le faire, à condition qu'on applique ce minimum de règles, et puis à travers quelques propositions qui sont des propositions de bon sens, qui sont à mettre dans le cadre d'un débat entre tous et toutes. Oui, bonjour. Adrien Calon, l'AFP. Vous dites réforme injuste, mais vous étiez pour cette réforme il y a quelques années. Alors, qu'est-ce qui fait que maintenant elle est injuste et elle ne l'était pas auparavant? Et par ailleurs, sur l'état des finances publiques, on sent que le gouvernement serre la vis actuellement, a une inquiétude sur la notation de la dette française. Est-ce que vous avez des propositions pour rétablir les comptes publics? Vous savez, quand déjà on a un gouvernement qui a fait augmenter l'endettement de notre pays, je crois, autour de 600 milliards d'euros, excusez-moi le peu, ces dernières années. Quand on a privé de recettes, budget de l'État de 50 milliards par an, qu'on aurait pu cibler de façon différente. Moi, ma taxe d'habitation, je suis en capacité de la payer, quoi. Je pouvais payer un peu plus mon essence, et ma redevance télé, je pouvais également la payer, quoi. Donc on n'a surtout pas de leçon à donner à un groupe comme le nôtre, notamment compte tenu quand même du peu d'impact de déficit de l'assurance de notre régime de retraite. Donc c'est vraiment la première réponse que je voulais vous faire sur cette question. Après, on prend nos responsabilités. Alors évidemment, on essaie de nous prendre en défaut en faisant de l'archéologie sur les déclarations de telle ou telle à telle ou telle époque. Moi, je pense qu'en 15 ans de temps, il y a eu quand même la réforme Touraine qui s'est mise en place. Je crois d'ailleurs que la réforme Touraine s'est mise en place assez récemment. Au jour d'aujourd'hui, on part en retraite à 64 ans et 3 mois, à 63 ans et 4 mois, je crois. Bon, tranquillement, on va tous partir en retraite avec la réforme Touraine en moyenne à 64 ans. Bon, on ne peut pas dire que rien n'a été fait dans ce domaine. Et puis à cette époque, si on nous avait demandé de faire, je pense qu'on aurait fait différemment. Je pense qu'on serait mis à écouter un peu tout le monde en disant s'il y a des augmentations de l'âge légal de la retraite, peut-être qu'il faudrait commencer par s'occuper du plan senior, y compris du coût et des dégâts que tout ça va, quand on a 40% des Français qui partent en retraite, qui sont déjà en chômage, et que vous leur expliquez que vous allez leur en mettre 2 ans de plus. Bon, on voit bien qu'on n'a peut-être pas commencé par le bon bout. Il y a d'autres textes inscrits à votre journée d'initiative parlementaire du 8 juin. Alors, ça dépendra en partie du temps que prendra le débat sur cette proposition de loi sur les retraites, évidemment, qui est inscrite en première position dans votre ordre du jour. Est-ce qu'il y a certains textes parmi ceux que vous présentez que vous espérez voir adoptés? Il y en a un d'ailleurs qui aurait dû depuis longtemps être mis en place, c'est la taxation des transactions financières. Moi je rappelle quand même que c'était un grand engagement de Nicolas Sarkozy, c'était un grand engagement de François Hollande. Puis évidemment, quand Emmanuel Macron est arrivé, la droite du CAC 40, en se disant on veut devenir la bourse mondiale, donc nous, on aime bien la spéculation financière, quoi. Je fais un raccourci. La taxation, l'intraday, la taxation des transactions financières, ça peut ramener 4-5 milliards d'euros. Nous, on n'est pas à plat ventre, on ne s'agenouille pas devant la spéculation financière. C'est aussi pour démontrer qu'il y a d'autres méthodes pour trouver des financements complémentaires. Oui, si on regarde bien les sujets des autres PPL, la continuité territoriale dans l'outre-mer, la consulter les départements pour leur appartenance dans une région,
là, on a quand même l'impression qu'effectivement, on retrouve, excusez-moi l'expression un peu, mais la technicité de votre groupe, c'est-à-dire qu'il y en a un petit peu pour tout le monde, quoi. Un peu pour, Oui, pour l'outre-mer, un peu pour les régionalistes, un peu pour... Enfin, et d'ailleurs, vous n'en parlez pas tellement, ces autres, vous avez fait plaisir aux uns et aux autres, comme ça Non, mais j'en parle pas parce que on voit bien que si on a déjà la possibilité de passer notre proposition de loi sur les retraites en séance publique, c'est déjà bien. Si on examine et on commence à discuter celle sur les transactions financières, je dis pas que ça sera un miracle. Mais ensuite, les autres textes de loi vont être uniquement travaillés en commission. Ça minore pas l'importance de ces autres textes de loi, notamment aussi sur les questions institutionnelles. C'est des textes de loi qui sont présentés par les autres parlementaires, évidemment, de notre groupe. Il faut évidemment essayer de rassembler. Moi, j'observe d'ailleurs qu'une journée par groupe parlementaire d'examen des propositions de loi des groupes, c'est vraiment insuffisant. Et j'ai d'ailleurs proposé à Gaël Braun-Pivet, dans le cadre de cette réforme du règlement de l'Assemblée nationale, du fonctionnement de l'Assemblée nationale, de donner davantage de possibilités pour pouvoir travailler du début jusqu'à la fin des propositions de loi. On en a quelques-unes qui ont été présentées. On a dû malheureusement arbitrer et même pas présenter d'autres propositions de loi. Notamment, il y avait une très belle proposition de loi de Jean-Luc Warsmann visant à saisir tous les biens des trafiquants dès l'origine de ces saisies, puisque ils organisent leur insolvabilité. Enfin, il y a beaucoup d'autres initiatives et notre groupe a déposé depuis un an autour d'une cinquantaine de propositions de loi. Malheureusement, on ne peut pas tous les examiner. Non, on connaît aussi le rôle politique de la proposition de loi, quand même. Oui, l'affichage politique, ça existe aussi. Oui, absolument. Au début du quinquennat, le gouvernement espérait que vous pourriez faire un groupe qui contribue à obtenir une majorité quand nécessaire sur un certain nombre de textes. Franck Riester, le ministre des Relations avec le Parlement, était même venu à votre journée d'initiative parlementaire. À l'époque, vous présentiez comme un groupe à la fois d'opposition et de proposition. Est-ce que vous diriez, à l'issue de la réforme des retraites, que vous avez certes la bascule, mais la bascule dans l'opposition définitivement? Est-ce que les positions sont devenues irréconciliables avec le gouvernement, ou alors est-ce que texte par texte, on le voit, hein, parce qu'on dit qu'il y a un risque de blocage au Parlement depuis la réforme des retraites, mais il y a un certain nombre de textes qui continuent à être votés. Le projet de loi sur le nucléaire récemment, il y a la loi de programmation militaire qui est en cours d'examen en ce moment. Est-ce que vous restez dans cette philosophie opposition, proposition, et on vote texte par texte quand ça vous convient? Non, mais on va le rester. Mais tout ça, ça ne nous satisfait pas. On voit bien qu'on ne fait qu'examiner des propositions de loi de la majorité relative et du gouvernement. On voit bien qu'il y a des priorités qui sont pas les nôtres et qui ne sont pas celles des autres groupes parlementaires. Tout ça, c'est malheureux. Il y a des priorités sociales, il y a des priorités environnementales, notamment dans le cadre de la transition énergétique, notamment dans le cadre du logement. Bon, si on n'a pas un seul acteur en matière de rénovation thermique et un seul type de dispositif, on va continuer à dépenser sans compter avec des résultats qui ne sont pas du tout à la hauteur de nos objectifs. On voit bien par exemple que remettre tout le monde au travail, la question de la généralisation des plans zéro chômage, ça pourrait être zéro chômeur, ça pourrait aussi commencer par là. Donc on est vraiment très très frustré de ne pas être autour d'une table sur les priorités de notre pays. Donc on est condamné évidemment à prendre position sur des propositions de loi qui sont certes intéressantes, mais qui ne nous semblent pas toujours prioritaires. Ceci dit, ça ne nous a pas empêché de voter
récemment des propositions de loi et de faire la bascule parfois quand il fallait le faire. Je pense notamment au projet de loi sur les énergies renouvelables. Notre groupe a été très actif sur ce projet de loi. Nous continuerons à rester un groupe d'opposition en nous opposant à ce qui ne nous paraissait pas contraire aux intérêts de nos concitoyens, un groupe de proposition en votant ce qui nous paraît bien pour le pays, et nous verrons au fil de l'eau comment nous allons nous positionner, mais je ne peux pas dire qu'on ait vraiment changé. Alors après, vous dites, voilà, le gouvernement avait un moment espéré qu'on allait rejoindre la majorité, mais c'est mal nous connaître. On n'est pas achetable. Nous, on a toujours voulu travailler, mais pas travailler dans le cadre de cette méthode. Sur le partage de la valeur, le gouvernement présente là son texte autour de ce sujet qui est issu pour le coup, d'un accord conclu entre partenaires sociaux. Est-ce que ça vous semble, par exemple, aller dans le bon sens, ou est-ce que l'ampleur du dispositif ne répond pas, selon vous, à la question du pouvoir d'achat, des salaires ? Le partage de la valeur est une vraie question. On a toujours, nous, milité pour un vrai partage de la valeur ajoutée. Alors ce partage de la valeur ajoutée, on voit bien qu'il est compliqué à mettre en place parce que l'actionnariat, il est différent selon telle ou telle entreprise. Les investissements nécessaires pour prévoir l'avenir pour les entreprises sont tous différents par type d'entreprise. Les résultats sont souvent différents. Et ce qui nous paraît important, c'est qu'on puisse vraiment négocier dans le cadre d'accords de branche, ce qui est plutôt l'objectif pour le moment de cette proposition de loi. Moi, je pense qu'il faudrait aussi aller plus loin, peut-être mettre en place des systèmes d'indicateurs un peu indépendants, en commençant par les grandes entreprises, pour bien cerner la question de l'appréhension du partage de la valeur ajoutée dans le cadre vraiment de transparence et qui est des réelles distributions. J'observe qu'il y a des petites ou des grandes entreprises qui redistribuent bien une part de la valeur ajoutée de leur entreprise, des résultats, que ça leur permet d'embaucher de façon plus facile, de garder des collaboratrices et des collaborateurs. Et à partir du moment où tout ça est anticipé dans le cadre d'une vraie négociation avec les partenaires sociaux, ça nous paraît plutôt de bon sens. Ceci dit, ça ne va régler évidemment que la question de la redistribution dans des entreprises où il y a des moyens. On ne va pas régler toutes les problématiques de pouvoir d'achat avec ce partage de la valeur ajoutée. Anne-Cécile ? Bonjour, Anne-Cécile Robert, Le Monde diplomatique. Pardon. L'année prochaine, il y a des élections européennes. Est-ce que vous pouvez préciser comment vous allez vous positionner par rapport à ces élections, et quelle est votre vision de la construction européenne, du rôle des territoires dans la construction européenne, le fédéralisme, tout ça? Quelle est votre vision? Nous ne serons pas absents du débat des élections européennes. Le groupe Lyot est en train de se structurer. Nous avons créé l'association utile parce que, à la différence des autres groupes parlementaires, nous n'avons pas avec nous de formation ou d'association de type politique. Nous pensons pouvoir regrouper tous les Girondins de la République. Pensons que nous sommes face à trois groupes, finalement trois grandes entités politiques nationales avec des formes de dirigisme à la tête de ces formations politiques. Ce n'est pas du tout ce que nous représentons, et nous voulons vraiment incarner une quatrième voie dans notre pays. Et d'ailleurs, si nous ne le faisons pas, je pense que le risque d'avoir dans 4 ans l'extrême droite au pouvoir est de plus en plus probable, avec un drame dans notre pays, ne serait-ce que parce que cette extrême droite est préparée à rien. Regardez le débat sur les retraites. Qu'est-ce que vous avez comme solution pour financer les retraites? Il faut faire davantage d'enfants. Bon, tant mieux.
puis deuxième solution, avec nous, il y aura une reprise économique et c'est génial, et il va y avoir des rentrées. Enfin, tout ça, c'est à péter de rire matin, midi et soir. Bon, et donc, vraiment, notre objectif, c'est vraiment se structurer cette nouvelle centralité sur la base de l'ADN de notre groupe, c'est-à-dire des sociodémocrates qui n'ont pas fait des accords avec NUPES, jusqu'aux centristes de droite, en passant par les régionalistes. Bon. Il y a une grande élection l'année prochaine, qui est l'élection européenne. À partir du moment où on veut peser en politique, je pense qu'on ne peut pas être absent décemment de ce débat sur les élections européennes. Est-ce que ça sera dans le cadre d'une liste que nous allons déposer ou dans le cadre d'alliances que nous allons faire avec d'autres? Pour le moment, je ne peux pas répondre à votre question. En tout cas, je vous confirme que nous ne serons pas absents de ce débat. Alors avec une vision, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'Europe, on a besoin d'une Europe plus forte, mais on a besoin d'une Europe plus proche de nos territoires, parce qu'on voit bien le décalage entre les aspirations de nos concitoyens, la façon dont nos concitoyens voient ce fonctionnement de l'Union européenne et ce fonctionnement de l'Union européenne. Si nous engageons dans le cadre d'une liste aux élections européennes, ou si nous participons à l'élaboration d'une liste aux élections européennes, nous allons évidemment travailler sur des propositions pour réconcilier nos concitoyens avec l'Union européenne, et puis réfléchir sur des grandes priorités également pour l'Union européenne. Bon, chaque temps suffit sa peine, mais je voulais vraiment vous confirmer que nous ne serons pas absents de ce débat. On avait parlé d'une rencontre éventuelle entre vous et Jean Lassalle. Est-ce que vous confirmez que c'est une possibilité? Jean Lassalle est un ami. Jean Lassalle a fait un score qui pourrait faire rougir d'autres candidats aux élections présidentielles. Effectivement, Jean Lassalle a fait part de son intention également de rentrer dans le cadre d'une constitution d'une liste aux élections européennes. Je vous confirme qu'on travaille évidemment avec Jean Lassalle, qui est une personnalité attachante, personnalité particulièrement populaire. Moi, j'étais au Salon de l'Agriculture avec lui cette année. Je l'ai attendu au moins 2 heures parce qu'entre la porte d'entrée et le Salon Grand Est, il fallait qu'il arrive. Et quand je lui ai dit, écoute Jean, il faut qu'on aille déjeuner, le restaurant du Salon Grand Est était à peine 100 mètres de l'endroit où on se trouvait. On a mis encore 2 heures pour aller au restaurant, tellement Jean Lassalle était accaparé par tout le monde. Bon, je pense que c'est une chance de l'avoir à nos côtés. Je pense qu'il y aura d'autres, évidemment, on travaillera avec d'autres personnalités, mais je vous confirme que, évidemment, nous sommes en contact direct et étroit avec Jean Lassalle. Oui, Chantal. Oui, un petit retour en arrière. François Hollande avait lié son mandat présidentiel à la baisse du chômage, enfin au niveau du chômage, au point pratiquement de renoncer à se représenter. Là, on est à un niveau de chômage qui a baissé. On retrouve à peu près le niveau de 1981. Or, apparemment, alors que ça semblait être l'essentiel, plus personne n'en parle, comme si c'était une banalité. Comment expliquez-vous que l'enjeu essentiel, à un moment donné, redevienne d'une banalité? Ça veut dire que quand on a gagné sur un plan, personne ne vous en sait gré? Moi, je pense que les Françaises et les Français, comme d'ailleurs les journalistes que vous êtes, sont tous aussi des observateurs à la fois des tendances et des courbes, y compris en termes du chômage. Il n'échappe à personne que le chômage a diminué dans notre pays, comme il a diminué suite à la sortie de la crise du Covid dans tous les pays européens. Deuxième observation, malheureusement, nous sommes face à une baisse démographique dans notre pays. Il y a aussi moins d'actifs. C'est la raison pour laquelle, si nous satisfaisons tous de la baisse du chômage, personne ne fait un cocorico sur la baisse du chômage. Et tout le monde a par contre les yeux rivés sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions de dégradation des services publics, sur les questions d'endettement de notre pays, en se demandant si tout ça va continuer. Je pense que les vrais enjeux, vraiment les vrais enjeux sont là, quoi.
Donc bon, tant mieux, le chômage diminue. On est à 7% de diminution de taux de chômage. Ne nous satisfaisons pas de ce seuil ou de ce pourcentage. Ça va être maintenant beaucoup plus compliqué de diminuer parce qu'il faut embarquer les populations en grande difficulté. Ça nécessite de vraies politiques sociales, des politiques en termes de transport, des politiques en termes d'accompagnement, des politiques en termes de logement. Et le plus dur est maintenant à réaliser parce qu'on ne pourra pas se satisfaire de rester avec ce taux de chômage de 7%. Est-ce que du... Ah, pardon. Hélène. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que ce détachement à l'égard de la baisse du chômage, ça correspond surtout à la baisse de l'intérêt du travail? On l'a vu, est-ce que la réforme des retraites, aujourd'hui en particulier, maintenant, agit en disant que le travail était une punition, en sens que Emmanuel Macron allait condamner les Français à travailler 2 ans de plus, ce qui était extrêmement grave pour leur vie? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a ce désamour du travail? Oui, mais... Alors on aura beau dire, comme certains, elle travaille, il faut travailler plus. Bon, moi j'ai des enfants, je considère, vous en avez tous, ou des petits-enfants. Bon, je considère que le rapport avec le travail, vis-à-vis du travail, a profondément également changé dans notre pays. Bon, on peut s'en plaindre. On peut aussi s'en féliciter en disant que les jeunes, notamment, cherchent un sens à leur vie, un sens à leur engagement professionnel. Est-ce qu'il y a un désintérêt pour le travail ? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il y a plutôt un intérêt à travailler différemment, en tout cas en trouvant un sens à des engagements professionnels. Moi, je suis très marqué par la visite des entreprises, y compris dans mon département. Moi, j'ai le témoignage de 2 entreprises de 30 salariés, même taille, même secteur, à 1 kilomètre l'une de l'autre, quoi. Premier patron me disant, mais de toute façon, Bertrand, ils foutent rien, c'est des feignants, les jeunes ne veulent plus travailler. Je dis, oui, mais attends, comment tu fais pour... Ouais, c'est des feignants, c'est pas très... Puis je sors, je vois le deuxième patron, je lui dis, mais c'est compliqué, enfin, tu vas me dire que tu trouves personne. Il me dit non, il me dit, c'est évidemment compliqué, mais moi, depuis le début, je m'engage sur de l'apprentissage. Il me dit, tu regardes, on est 30 salariés, il y en a plus d'une dizaine, c'est des apprentis. Il me dit, les jeunes, il faut les prendre différemment, faut passer du temps. Puis quand on a les jeunes ont envie de s'engager. Puis il me dit, tu vois, on a un restaurant, là, une cafétéria, on se retrouve tous à midi, on partage. Puis il me dit, moi en fin d'année, mon bilan il est transparent, il y a les bénéfices, et puis voilà, puis il dit on accompagne. Donc il y a des nouvelles approches vis-à-vis du travail. Je trouve que c'est une chance, il faut que tout le monde aussi le comprenne. Je ne pense pas qu'il y a vraiment de désaffection vis-à-vis du travail. Il y a une demande, on est en recherche, on est en quête de sens. Je trouve que c'est une grande chance pour notre pays d'avoir des gens disant mais nous, vous voyez le monde où on va, là on est en train de le bousiller, regardez les questions environnementales, où on va quoi. Qu'est-ce qu'on va donner à notre pays dans quelques années? C'est 4 degrés d'augmentation de température, mais où on va quoi? Alors on va fermer les frontières, la Méditerranée va devenir le cercueil, le cercueil de l'Afrique. Enfin, c'est pas possible. Il y a cette grande conscience. Je pense que nos concitoyens, on est en capacité de les embarquer, à condition de les écouter, et notamment sur leurs aspirations vis-à-vis du travail. Marie-Claude demande, qu'attendez-vous de la future loi immigration? J'attends que ce soit une loi équilibrée. Voilà, une loi équilibrée, et j'attends pas qu'on fasse un coup politique en disant on n'a plus de majorité, on va taper encore plus à droite, quoi. Et j'attends également qu'on appelle un chat, et qu'on arrête de parler de politique ou de traitement des problèmes de l'immigration en parlant d'hommes, de femmes et d'enfants. Ça serait quand même drôlement bien si on parlait, si on avait des visages, si on avait en tête les visages des personnes à qui on s'adressait, quoi. J'attends qu'il n'y ait plus de toile de tente à Paris quand je vais faire ma course à pied le matin, comme je le fais, en passant au Trocadéro, en voyant à toute période pendant l'année des gens dormir dehors. C'est pas des animaux, c'est pas des bêtes, quoi. J'attends qu'on ait un discours responsable, qu'on se dise on peut pas accueillir tout le monde. Ça c'est clair, que ça soit efficace. Après, on a 300 000 à 400 000 personnes qui sont chez nous depuis plus de 10 ans.
On va les laisser travailler au noir, être exploités, se faire taper dessus. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce pays, quoi? Puis qu'on s'engage dans des vraies politiques d'aide au développement, contrairement à l'extrême droite, en disant notre pognon, notre pognon, notre pognon, on n'aide personne. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Il faut qu'on recrée de la dignité et qu'on ouvre vraiment les débats. En tout cas, qu'on ne se contente pas de dire bon, on va faire un coup politique, on va taper encore un peu plus, viser la droite et l'extrême droite. Tout ça, c'est pas digne. En tout cas, c'est pas ma conception de la politique. Quand vous dites équilibré, est-ce que vous considérez que le projet de loi tel qu'il était annoncé, présenté au début par le gouvernement, c'est-à-dire à la fois un certain nombre de mesures pour faire effectuer les reconduites aux frontières quand elles ont été décidées, et en même temps autoriser un certain nombre de régularisations, notamment dans les métiers en tension, est-ce que ça, en même temps-là, vous semble équilibré, ou concrètement, qu'est-ce que... Oui, moi ça me paraissait une bonne base de départ. C'est-à-dire qu'on voit bien le chemin à faire, c'est-à-dire à force de raconter tout et n'importe quoi en direction de nos concitoyens, on a du mal à faire de l'atterrissage. Il y a une grande responsabilité des personnes politiques, y compris quand on parle de ces sujets complexes comme l'immigration. Donc je pense qu'il y a une voie d'atterrissage en disant on a des vrais problèmes de tension en matière d'embauche. Regardez le personnel d'aide à domicile, enfin les aides à domicile, on ne trouve plus personne. Dans la restauration, c'est compliqué. Moi, j'ai à traiter chez moi 3 demandes de médecins pour mon hôpital. C'est des médecins étrangers. Bon, le chef le président de la commission médicale d'établissement est obligé de venir me voir en me disant Bertrand, il faut que tu m'aides parce que les dossiers sont bloqués. On manque de médecins, quoi. Enfin, remettons de la rationalité. Il y a des gens qu'on peut faire travailler. Faisons-les travailler et retrouvons un équilibre de ce type, condition évidemment que ça reste équilibré jusqu'à la fin. Dernière question peut-être pour terminer par là où on a commencé en attendant le 8 juin. Si tant est que votre proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites aille jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au vote, ça pourrait se jouer, compte tenu des équilibres de l'Assemblée, à quelques voix près. Ça dépendra de la mobilisation de la majorité, de l'attitude des Républicains, etc. Est-ce que si ça allait au vote et que votre proposition de loi était rejetée, vous considéreriez que cette fois-ci c'est un point final à cette séquence de la réforme des retraites? Est-ce que vous l'accepteriez? Oui, malheureusement, oui. Alors ça ne réglerait pas la crise sociale et politique de notre pays, mais là, on terminerait une étape démocratique, en étant d'ailleurs satisfait d'être allé jusqu'au terme de cette étape démocratique, parce que ça serait déjà une première victoire si on pouvait aller jusqu'au bout de l'examen de notre texte de loi et le voter. Bon, on verra ça la semaine prochaine en commission, le 31 mai, et puis le 8 juin peut-être dans l'hémicycle. Merci Bertrand Pancher d'avoir été notre invité aujourd'hui. Un petit mot encore pour vous dire que la semaine prochaine, c'est Aurélien Pradier qui sera notre invité. Ah, très bien.